Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire dédié au beau des agents généraux. Pour organiser ce webinaire, on commence un petit peu en retard, donc on s'en excuse, on a eu quelques petits problèmes techniques, mais l'important c'est d'être là. Donc pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir notre partenaire historique, CFDP, et donc c'est Maxime et Clara qui vont m'accompagner pour vous parler du bail commercial. Alors Clara, Maxime, en quelques mots, vous présentez auprès de nos agents qui vous ont peut-être eu au téléphone mais ne vous connaissent pas physiquement. Merci pour ta présentation. Bonjour à tous et à toutes. Moi, je suis Clara, donc je travaille en binôme avec Maxime depuis maintenant 6 ans et je suis donc à votre écoute au quotidien pour vos questions téléphoniques et aussi, bien sûr, vos dossiers écrits. Et moi, c'est Maxime. J'ai certainement eu le plaisir d'avoir certains d'entre vous. Ça fait maintenant 9 ans que je suis à CFDP et qu'on se charge de vous renseigner juridiquement. Eh bien, merci à tous les deux. On va commencer par un peu on va dire, de théorie sur le bail commercial. Je vous laisse lancer votre support et je dis aux agents que s'ils ont des questions, qu'ils n'hésitent pas à les poser sur le moteur de questions et je vous les relayerai avec grand plaisir. Merci. Alors, avant de commencer cette présentation, il y a 2 points sur lesquels on souhaite mettre l'accent. Alors, le premier, c'est que le droit au bail, c'est un domaine qui est assez dense. Pour vous donner un ordre d'idée, avec Clara, on se charge de réaliser des formations à destination de juristes et ça prend environ 2 jours. L'objectif ici, ça va être vraiment d'aller à l'essentiel et à ce qui vous intéresse. D'ailleurs, pour cela, on va se permettre avec Clara de faire quelques scénettes, ne soyez pas surpris. Et ensuite, le deuxième point, c'est que c'était un sujet qui est avant tout contractuel. C'est-à-dire que si vous souhaitez avoir un renseignement précis, il est absolument important que nous disposions d'une copie de votre contrat de bail. Ça va être vraiment la base pour nous, pour ensuite travailler juridiquement. Donc, on va aller à l'essentiel ici aussi en vous renseignant juridiquement. Si vous avez des interrogations et souhaitez avoir vraiment plus de précision, il faudra nous transmettre votre contrat de bail. On se fera un plaisir avec Clara de vous renseigner. Donc, voyons, on pense souvent bail commercial lorsqu'on pense à votre activité professionnelle, mais ce n'est pas l'unique choix que vous avez. Il y a d'autres options. Et bien sûr, ça va dépendre de vos besoins. Donc, Clara, imaginons que je souhaite commencer mon activité et surtout, je veux un contrat de bail qui soit souple. Je ne veux pas me sentir contraint de quoi que ce soit. Quelle est l'option que je devrais choisir? Alors, Maxime, moi, si tu m'expliques que, par exemple, tu viens de t'installer, que tu débutes ton activité d'agent, je pourrais te conseiller effectivement d'opter pour le bail professionnel, qui est un bail plus flexible, moins contraignant, plus simple, parce que moins encadré par la loi, par le code de commerce. Donc, je t'inviterai peut-être à envisager cette option-là. D'accord. Et à contrario, si je veux quelque chose de plutôt sécurisant, je veux vraiment voir m'installer durablement dans un local. Bien sûr, alors ça peut arriver si l'agent, s'il souhaite vraiment s'engager durablement, qu'il est certain de choisir ce local-là pour son activité, il peut opter pour le bail commercial. Je t'inviterai plutôt à opter pour ce régime-là dans la mesure où tu peux bénéficier d'un renouvellement automatique du bail, mais on en parlera plus tard. Et est-ce qu'il existe à tout hasard un mixte à ces deux bails? Absolument. Alors c'est vraiment un régime à la marge, c'est-à-dire qu'il n'est pas souvent choisi, mais il existe et c'est important de le connaître. Il s'agit du bail dérogatoire. Donc c'est un bail, disons, de courte durée, d'une durée maximale de 3 ans et qui permet en fait de tester l'attractivité d'un local. Ok. Donc entrons dans le vif du sujet. Clara, peux-tu nous présenter, s'il te plaît, le bail professionnel? Bien sûr, avec plaisir. Alors le bail professionnel, comme on l'a dit précédemment, c'est un régime beaucoup plus flexible et simple dans la mesure où le principe, c'est vraiment la liberté contractuelle. Les parties pourront librement choisir leurs clauses, leurs obligations, leurs droits respectifs. Et c'est un régime qui nous donne donc cette souplesse et cette liberté qui peut être intéressante ou pas dans certains cas. Vraiment, c'est au cas par cas. L'unique règle impérative, comme on le précise dans notre support, c'est l'article 57A. Donc, c'est un article de loi. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très peu pour un régime. Donc, c'est vraiment un seul article de loi qu'il faut respecter. Donc, sur le principe, il faudra uniquement respecter ce qui est prévu par cet article. C'est ce qu'on appelle des dispositions d'ordre public.
on ne peut pas y déroger contractuellement. D'accord. Et que prévoit cet article finalement? Alors cet article, il est très court et il nous impose en fait certaines règles concernant la durée du bail, la reconduction et la fin. Donc concernant la durée du bail, ce bail doit durer donc 6 ans vraiment minimum. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prévoir un contrat pour une durée de 3 ans, 2 ans, ça ce n'est pas possible. C'est d'ordre public, on ne peut pas y déroger. Et l'article nous précise également qu'on aura une reconduction pour une durée de 6 ans si, au terme de cette première période, le bail se reconduit. Si je souhaite mettre un terme à ce contrat de bail? Alors, la fin du bail, c'est très intéressant dans ce régime-là, parce que le locataire, en fait, dispose d'une grande liberté. Il peut à tout moment, avec un préavis de 6 mois, donner congé à son bailleur. Donc, ce qui lui donne quand même une grande liberté de pouvoir partir assez rapidement en respectant donc ce préavis de 6 mois. Donc, si je comprends bien, Clara, je souscris aujourd'hui un bail professionnel, demain je délivre congé, dans 6 mois et 1 jour, je sors du local. Tu as tout compris, Maxime, c'est ça. Ok. À l'inverse, le bailleur, lui, ne pourra pas te demander de quitter les lieux car il devra, lui, respecter donc cette période de 6 ans. C'est obligatoire pour le bailleur. Ok. Et je vois dans ton support qu'il n'y a pas de droit au renouvellement écrit en rouge. Absolument. Alors ça, on l'a mis en rouge parce que c'est très, très, très important. Quand vous signez un bail professionnel, il faut vraiment être au courant de cette règle-là. C'est-à-dire qu'à l'issue de ces 6 ans, vous ne pouvez pas bénéficier d'un droit au renouvellement automatique de votre bail. C'est-à-dire qu'à l'issue des 6 ans, comme on l'a dit, le bailleur peut mettre fin au contrat. D'accord. Donc maintenant qu'on a vu les caractéristiques, est-ce qu'on peut en tirer les avantages et les inconvénients majeurs? Bien sûr. Alors concernant les avantages, comme on le disait tout à l'heure, on a une grande liberté contractuelle. Donc ce qui donne quand même une grande flexibilité et une simplicité. Là, on le verra un petit peu plus tard concernant les inconvénients, mais il faut vraiment être très bien accompagné parce que effectivement, le pendant de cette grande liberté contractuelle, c'est qu'il faut être bien conseillé pour signer un bail qui est adapté à nos besoins. Ensuite, l'avantage principal, c'est également un départ à tout moment pour le locataire. Ça veut dire que si vous souhaitez partir parce que voilà une raison X ou Y, le local ne vous convient pas, vous n'êtes pas tenu de respecter en tout cas une durée très très longue. Donc ce qui constitue un avantage indéniable pour les agents. Clara, moi j'ai une petite question. Si Bien les sûr. agents ont un bail comme ça, ils peuvent vous le soumettre pour relecture ou ça fait partie aussi de votre cadre d'intervention? Absolument. Alors les agents, on vous invite vraiment, si vous avez la moindre question, à nous transmettre votre bail pour qu'on puisse l'étudier avec vous, comprendre quels sont vos besoins, vous transmettre aussi un modèle si besoin, et vous conseiller voilà, sur les clauses qui seraient les plus adaptées en tout cas à votre situation. D'accord. Autre avantage du coup. Absolument. Effectivement. Donc nous allons maintenant passer sur le deuxième type de bail, qui est le bail commercial. Bien sûr. Celui appelé 369. Donc on va présenter dans un premier temps les caractéristiques essentielles et ensuite, une nouvelle fois, les avantages et les inconvénients. Donc là, pour le bail commercial, on est sur quelque chose de plus réglementé. Donc c'est notamment aux articles L145-1 et suivants du Code de commerce. Alors, pour ce qui est de la durée de ce contrat de bail, c'est 9 ans minimum. Donc on est sur une durée un peu plus importante. Et surtout, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on a un droit au renouvellement qui est acquis au locataire. À l'inverse du droit du bail professionnel, le bail commercial prévoit vraiment ce droit au renouvellement. Vous restez dans le local. Quoi qu'il arrive, il existe uniquement quelques exceptions que je mettrai en avant un peu plus tard. Et concernant le loyer, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, car ça reste quand même un sujet important? Effectivement, le loyer est un sujet, c'est même peut-être le premier sujet qu'il faut énoncer. Là, il y a tout de même une certaine liberté contractuelle. On rentre dans de la négociation avec le bailleur si on est locataire. On fixe librement le montant de ce loyer. À cela s'ajoute la révision triennale. C'est une révision qui est légale, c'est-à-dire que tous les 3 ans, votre bailleur sera en mesure de mettre en place une révision en fonction de l'indice choisi, ce qui fera augmenter le prix du loyer. Et à côté de cette révision triennale, il existe des révisions contractuelles. Ces dernières, elles peuvent prévoir une automaticité annuelle à la révision, ce qui a pour conséquence bien souvent de faire augmenter de manière significative le prix de votre loyer. Notamment lorsqu'on connaît la conjoncture actuelle,
il faut être vigilant par rapport à l'indexation qui peut être pratiquée par le bailleur. N'hésitez pas à nous contacter parce qu'il existe vraiment des cas où ces indexations sont faites abusivement. On va d'ailleurs vous donner un petit exemple un peu plus tard sur vraiment l'intérêt de nous consulter pour préserver vraiment vos finances ici. Et Maxime, une question. Est-ce que les parties peuvent, par exemple, prévoir que la révision triennale ne pourra pas s'appliquer? Est-ce que c'est possible? Alors, c'est tout à fait possible. On peut le mettre par écrit, mais ça ne sera jamais appliqué parce que c'est tout simplement légal. Et comme tu le sais si bien, Clara, la loi prévaut toujours sur le contrat. Concernant les travaux entretien, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne? Alors ça, c'est un énorme sujet de contentieux. On va aller au plus simple, parce que c'est ce qui se fait désormais, grâce aux dernières lois. Le principe, c'est le bailleur supporte les grosses réparations, tout ce qui est lié à tout ce qui est vétuste, et les cas de force majeure. Quant au locataire, ce dernier il se charge vraiment des menus travaux, de l'entretien courant. Alors, dit comme ça paraît extrêmement simple, mais il s'avère qu'il y a des cas où on peut se demander si, par exemple, c'est d'un côté ou de l'autre. Est-ce que c'est un défaut d'entretien qui a créé ce dommage ou c'est plutôt lié, c'est tout à fait vétuste. Donc, c'est là où c'est très intéressant de consulter nos services parce qu'on est à jour de la jurisprudence notamment et surtout, on est en mesure de faire déplacer un expert qui va pouvoir nous préciser finalement à qui incombent ces réparations. Imaginons maintenant que je souhaite cesser mon activité ou bien changer de local. Est-ce que tu peux m'en dire un peu sur la cession du bail commercial? Alors bien sûr, là encore, il va nous falloir une copie du contrat de bail. Le principe est, si rien n'est prévu, il est tout à fait possible de céder son droit au bail. Alors cette cession, elle peut être à titre gratuit, onéreuse, mais dans la réalité, dans la pratique, il y a souvent des conditions qui sont imposées. La première, ça va être notamment l'autorisation expresse du bailleur. La seconde, le bailleur aura pu indiquer la nécessité que l'activité qui sera effectuée par le nouveau preneur soit identique à la vôtre. Donc souvent, il faut vraiment vérifier dans le contrat de bail pour s'assurer que cette cession est possible. Et concernant ce fameux 369, pourquoi on appelle ça un bail 369? Alors c'est lié à la résiliation du contrat. Le locataire a la possibilité à chaque période triennale de sortir de ce contrat de bail. Donc à 3 ans, 6 ans et 9 ans. Attention, car il faut prévenir 6 mois avant. Et il y a une histoire de trimestre civil, je ne veux pas rentrer dans le détail, parce qu'on manque de temps, mais il est vite arrivé qu'on donne congé dans les mauvais délais et qu'on se retrouve engagé sur une nouvelle période de 3 ans. Donc, sur ce point-là, on vous recommande de vous rapprocher le plus tôt possible d'un commissaire de justice. Ils ont l'habitude de ce genre de courrier à adresser. Ça coûte un peu moins d'une centaine d'euros et vous avez une tranquillité d'esprit. Concernant l'encadrement, parce qu'on a bien compris que c'était un régime qui est quand même très très encadré par le code de commerce à l'inverse du bail professionnel, est-ce qu'on a quand même une petite marge de manœuvre? Alors, il y a effectivement une petite marge de manœuvre. Alors, elle paraît petite comparée au bail professionnel, mais elle peut avoir des importances majeures. Donc, effectivement, il est important de se faire accompagner, de nous consulter pour qu'on puisse vous dire déjà si le contrat de bail qui est proposé par votre bailleur, par exemple, nous paraît équilibré ou s'il est clairement à l'avantage du bailleur. Donc, même si c'est encadré par la loi, il y a une possibilité de déséquilibre dans les obligations. D'ailleurs, je profite pour revenir sur le cas de la résiliation qui est proposée, qui est offerte, entre guillemets, par le bailleur. Normalement, il n'est pas en mesure de résilier, mais il existe certains cas spécifiques qui le permettent. Par exemple, imaginons il faut détruire l'immeuble parce qu'il risque de s'effondrer. Dans ce cas-là, c'est un motif légitime pour qu'il vous sorte de votre local. Si vous ne payez pas le loyer, il y a des clauses qui sont souvent insérées dans le contrat de bail qui permet de vous sortir du local. Et enfin, non-respect également de la destination. Demain, vous vous mettez à faire un commerce de bouche, et ça ne correspond plus à votre activité et votre bailleur pourra vous mettre dehors. Il existe un dernier cas. Celui-ci va peut-être vous intéresser, c'est l'indemnité d'éviction. Alors, à quoi ça correspond? Tout simplement, le bailleur, à la fin des 9 ans, a la possibilité de vous mettre dehors en vous payant une indemnité d'éviction.
Cette indemnité, grosso modo, il y a plein de méthodes pour la calculer, notamment 3. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est assez complexe, mais ça correspond grosso modo à une bonne partie de la valeur de votre portefeuille. Donc, c'est une somme qui est vraiment dissuasive. Et si votre bailleur souhaite vous mettre dehors, vous partez avec un beau chèque. Donc, ça vous met dans de bonnes conditions pour trouver un autre local. Alors, on a vu les caractéristiques du bail commercial. On va revoir ensemble les avantages et les inconvénients de ce régime. Alors, l'avantage premier, on l'a dit, c'est le droit au renouvellement. Vous avez vraiment une sécurité juridique. Vous pouvez rester dans le local vraiment et vous pencher uniquement sur l'exercice de votre activité. Ça se traduit également par l'indemnité d'éviction que je viens d'énoncer. Si on rompt ce droit-là, vous avez une indemnité d'éviction importante. Et comme on l'a évoqué tout à l'heure, il y a pas mal de contraintes légales, ce qui permet de garder un équilibre relatif entre les obligations et les droits des parties. Les inconvénients, c'est vraiment ces périodes triennales 3, 6, 9. Il faut avoir en tête que l'engagement pour un locataire, il est important. Si vous loupez le coche, vous êtes réengagé pour une nouvelle période de 3 ans. Donc ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Ensuite, c'est vraiment tout ce qui est révision triennale et révision automatique avec les clauses d'indexation. Ça peut se traduire par des augmentations de loyer vraiment significatives. Donc, il faut vraiment être vigilant sur ces dernières et sur la bonne application par votre bailleur. Et le dernier point, c'est pour le bail commercial, il y a une certaine technicité. Vraiment, il ne faut pas hésiter à revenir vers nous parce qu'on a l'habitude, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, une formation à destination de juriste, ça prend 2 jours pour se remettre à niveau. Donc, c'est un sujet qui est dense. On a vraiment la pratique, l'expérience. Il faut user vraiment de nos services. N'hésitez pas. Et j'en profite parce que j'ai eu la question. On me demande mais combien ça coûte? Et donc. Alors, ça ne coûte rien. Ben, c'est ça. Ça ne coûte rien. C'est prévu avec votre adhésion à l'AGEA, justement. Donc, il ne faut pas hésiter à solliciter nos services. Ce n'est pas que du renseignement juridique. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, on peut également faire intervenir des experts, si nécessaire des avocats, bien que notre intervention suffise dans la très grande majorité des cas. Bien sûr. En fait, c'est une protection juridique dont vous bénéficiez. Donc, c'est vraiment un accompagnement téléphonique si besoin, des renseignements, mais également une intervention de notre part. S'il faut adresser un courrier à votre bailleur qui ne respecte pas le contrat, qui vous impose une augmentation de loyer injustifiée contractuellement, nous, on peut adresser un courrier au bailleur pour lui rappeler ses obligations et vous défendre. Alors, on a vu les avantages, les inconvénients, et il restait un dernier point. Ce point, alors, il est très important. On parle du bail commercial. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on arrive à la 9e année? Si on ne fait rien, le bail est prolongé tacitement. Alors, on peut se dire, très bien, je reste dans mon local, tout va bien. Eh bien non, il faut vraiment être vigilant quand on arrive à la 9e année. Il faut proposer un congé avec offre de renouvellement. Pourquoi cela? Parce que si vous ne le faites pas, en fait, vous allez perdre certains droits. Notamment, vous n'êtes plus en mesure de céder votre droit au bail parce qu'il est prolongé tacitement. Il peut y avoir un déplafonnement du loyer possible, etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a de nombreux points rouges. Donc, il faut absolument, à la 9e année, adresser un congé avec offre de renouvellement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout simplement, vous allez demander à votre bailleur ou à votre locataire à repartir sur un nouveau contrat de bail qui aura les mêmes conditions que celui prévu initialement, donc sur une nouvelle période de 9 ans. Et donc maintenant, on va vous présenter le dernier bail possible pour votre activité. Celui-ci, il est un peu à la marge. Clara, je te laisse le soin de nous le présenter. Merci. Alors, le bail dérogatoire, c'est un bail qui est quand même à la marge, hein, comme le dit Maxime. Donc, on a souvent des interrogations, mais ça reste quand même un régime qui est peu utilisé si on compare avec le bail professionnel et le bail commercial. Alors, ce bail dérogatoire, il peut être très intéressant dans une situation bien particulière. C'est par exemple le lancement d'une activité. Pourquoi? Parce que c'est un bail en fait qui est conclu pour une période maximale de 3 ans. On ne peut pas dépasser ce délai de 3 ans. Ce qui signifie en fait que si vous voulez tester par exemple l'attractivité d'un quartier, d'un secteur, vous pouvez tout à fait proposer donc au bailleur, ou l'inverse, hein, le bailleur peut vous proposer de conclure un bail dérogatoire. En fait, ça vous engage sur une période très courte de 3 ans, ça passe très vite comme vous le savez, et on ne peut pas dépasser en fait cette durée-là, ce n'est pas possible. Alors, on peut tout à fait au début
conclure un bail d'une durée, par exemple, de 6 mois, d'1 an. Mais en tout cas, en cumulé, hein, on ne pourra pas en fait dépasser ces 3 ans-là. À l'issue de ces 3 ans, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est une situation qui est très particulière d'un point de vue juridique, c'est qu'on a une période d'1 mois pendant laquelle le bailleur pourra en fait signifier à son locataire sa volonté de rompre le contrat. Mais à l'issue de cette période d'1 mois, on va considérer en fait qu'un nouveau bail est né, et cette fois-ci c'est un bail commercial. Ça veut dire que si votre bailleur ne vous signifie pas sa volonté de rompre le bail dérogatoire, à l'issue de cette période d'1 mois, après cette première période de 3 ans, vous pourrez en fait vous bénéficier d'un bail commercial automatiquement. Donc ça a ses avantages et ses inconvénients comme on l'a dit, donc il faut être très vigilant là-dessus. Mais en tout cas, c'est un bail qui existe, donc c'est intéressant de le savoir. Maintenant qu'on a présenté tout ça, on va passer aux questions récurrentes que l'on nous pose au quotidien. On a trouvé intéressant en fait de faire un listing de plusieurs questions qui reviennent assez régulièrement. Alors, juste avant de passer aux questions récurrentes, parce que j'en ai eu quelques-unes sur le module. En fait, les agents me disent, mais nous, on n'est pas des commerçants, on est des professions libérales. Du coup, qu'en est-il du bail commercial qui, normalement, est fait pour les commerces, enfin, pour l'entreprise de commerce? C'est ça, effectivement. Alors, il y a tout de même une possibilité qui est offerte aux agents d'opter pour ce régime-là, ce type de bail-là. Et ça, la jurisprudence l'a confirmé à multiples reprises. Parce qu'en fait, là, l'agent qui me pose la question pensait que c'était uniquement valable pour les courtiers et pas pour les agents. Alors, vu qu'il y a une partie de courtage qui peut être effectuée au titre de leur activité, moins de 10% bien sûr, il est tout à fait possible d'opter pour ce régime-là. Il n'y a pas de souci. Dans la pratique, en tout cas, nous, on constate qu'il y a beaucoup de baux commerciaux qui sont conclus par les agents. Après, on me demande quel est le meilleur bail. Ça dépend clairement des besoins, vraiment, et pour ça, on vous invite à nous consulter. Si on veut vraiment tester un local sur une courte période, son attractivité, le bail dérogatoire est idéal. Si on veut se sentir libre de partir sur un coup de tête dans 4 ans, le bail professionnel est peut-être plus adapté s'il est bien rédigé. Donc, il faut bien sûr, avant de nous consulter, il ne faut pas hésiter. Et le bail commercial, lui, il a vraiment cette stabilité qui est offerte. On sait qu'on veut ce local, il est idéal. On peut exercer sereinement son activité. On va répéter souvent la phrase « ça dépend ». Voilà, c'est vraiment ce qui revient souvent. C'est difficile en fait de dire ce régime est fait pour vous, ce régime est fait pour vous. En fait, ça dépend vraiment de. Il n'y a pas de généralité en fait. Il faut vraiment étudier au cas par cas, voir quels sont les besoins de l'agent et en conséquence choisir le régime le plus adapté. D'accord. Bon, j'ai une dernière question un peu ciblée. Quel type de bail pour un agent qui est propriétaire du local via une SCI? Alors, effectivement, souvent on a le cas, c'est-à-dire un agent qui est propriétaire via la SCI et en étant locataire, eh bien, ça va dépendre aussi. C'est-à-dire que si vous avez pour objectif peut-être de céder votre activité bientôt, peut-être que le bail commercial aura son avantage de tenir un peu plus le locataire, sachant que si on a la double casquette, on peut prévoir un contrat de bail qui avantagera plutôt le bailleur, par exemple, sachant qu'on va céder son activité un peu plus tard. Donc ça, pareil, il faut nous consulter. On peut ensemble préparer quelque chose en fonction des besoins. Merci. C'était tout pour les questions en ligne. Très bien. Je vous laisse passer au cas particulier, enfin au cas vous avez questions récurrentes. Aux questions récurrentes. Alors, allons-y. Donc, on a toutes ces questions-là qui apparaissent. Alors, la première, c'est notamment tout ce qui est révision et indexation. Pardon, je suis partie trop loin. On le sait, le contexte est mauvais, ce qui se traduit par, on va dire, une inflation importante et le prix du loyer qui explose. Donc, souvent, on nous sollicite sur ce sujet, Clara. Oui, alors on a énormément de questions sur ce sujet parce que c'est le nerf de la guerre. Hein. Le loyer, bien sûr, c'est une question qui est cruciale pour un agent. Alors, la révision et l'indexation du loyer commercial, il faut vraiment s'en référer au bail. On va souvent répéter cette réponse-là, hein, c'est-à-dire qu'il faut vérifier en fait les clauses du contrat. Comme on l'a expliqué tout à l'heure, ça dépendra du régime en question, mais en tout cas, c'est souvent des choses qui sont très fortement encadrées par la loi. Et de ce fait, il faut voir déjà alors si les clauses sont conformes à la loi ou pas. Est-ce que le bail a prévu, par exemple, dans le cadre d'un bail commercial, est-ce qu'on a prévu une révision annuelle du loyer qui viendrait s'ajouter à la fameuse révision triennale qui est prévue par la loi, par le Code de commerce.
Donc, est-ce que la révision est correcte? Alors, il faut vérifier le contrat. Est-ce que ça a été fait correctement? Est-ce que le bon indice a été appliqué à cette révision? Est-ce que ça a été fait dans les temps? Est-ce que... Beaucoup de questions. Beaucoup de questions, effectivement. Voilà. Alors, sachez un petit point, certains d'entre vous sont peut-être au courant, le législateur a mis un bouclier loyer, notamment pour tout ce qui est bail d'habitation. Eh bien, il faut savoir que dans certains cas, on peut transposer ce bouclier loyer, c'est-à-dire une limitation de l'inflation à 3,5% par an, sur certains baux commerciaux. Attention, uniquement sur ceux qui ont un indice ILC. Donc, ça peut être, si vous vous interrogez là-dessus, n'hésitez pas à revenir vers nous parce qu'on est en mesure de faire le calcul. Si votre inflation est supérieure à 3,5%, peut-être qu'il y a quelque chose à faire en ce qui concerne une diminution du prix de votre loyer. Et cette démarche-là, je me permets de compléter ton propos, cette démarche-là, donc de contester une révision qui serait supérieure à ce qui est possible, cette démarche-là peut être faite par nos services directement auprès de votre bailleur. Donc, vous n'êtes pas seul dans cette démarche, on peut vous accompagner. Bien sûr. Concernant, Maxime, la cession du droit au bail, on en a parlé un petit peu tout à l'heure rapidement, mais est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça? Alors oui, bien sûr. Alors, on l'a évoqué tout à l'heure, la cession du droit au bail, ça va dépendre de ce qui est prévu dans le contrat de bail. C'est tout à fait possible, sauf si ce n'est pas autorisé, sauf s'il faut l'accord express du bailleur, sauf s'il faut une activité identique. Là où je souhaite rebondir, c'est sur ce point précis, à savoir, souvent, il peut être prévu une solidarité. C'est-à-dire que vous cédez votre droit au bail, vous pensez être libéré de vos obligations contractuelles. Soyez vigilant, ce n'est pas forcément le cas. Il peut être prévu une solidarité, c'est-à-dire que le repreneur ne paie pas, le bailleur sera en mesure de venir vous chercher. C'est une durée limitée par la jurisprudence, heureusement, à 3 ans, mais pendant 3 ans, vous pouvez être solidaire du paiement du loyer. Donc, c'est bien d'avoir connaissance de cela avant d'entamer une cession du droit au bail. Et alors, un sujet épineux, les travaux. Donc, imaginons, Clara, dans ce cas spécifique, ma vitrine fissure et je ne peux plus accueillir correctement mes clients. Est-ce qu'il m'appartient, en tant que locataire, de changer cette vitrine à mes frais ou plutôt c'est au bailleur? Alors, encore une fois, ça dépend. Là, la première chose à faire, c'est vraiment de déterminer la cause en fait de ce problème-là, de cette détérioration, de ces dégâts. Qu'est-ce qui s'est passé d'un point de vue technique? Pourquoi je dis ça? Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, ça dépendra en fait de l'état en fait du local. Est-ce que ce problème-là est dû à la vétusté, à un cas de force majeure? Est-ce que c'est un défaut d'entretien de la part du locataire? Donc vraiment, la première chose à faire, c'est de déterminer la cause technique en fait de ce problème-là. Parce que bien évidemment, l'état de votre local, c'est primordial pour votre activité et pour pouvoir accueillir vos clients. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, protection juridique? On peut organiser une expertise amiable contradictoire qui sera menée par un expert qui pourra permettre justement de connaître très précisément la cause technique de ce problème. À l'issue, on pourra réceptionner donc un rapport d'expertise qui nous expliquera donc pourquoi cette réfection de façade est nécessaire. Et à ce moment-là, on pourra dire à qui doit prendre en charge en fait cette réparation-là. Si la réfection de façade est nécessaire parce que des fissures sont apparues, parce que le bâtiment est vétuste et qu'il y a des problèmes de structure, à ce moment-là, ce sera au bailleur de le prendre en charge. Si le changement de vitrine est dû à un défaut d'entretien de la part du locataire, à ce moment-là, ce sera sûrement au locataire de le prendre en charge. Mais en fait, tout dépendra vraiment de la cause technique en fait de ce problème. Concernant le paiement des taxes, en fait, parce que ça, c'est une question aussi qui arrive souvent, est-ce que je dois régler la taxe foncière? Alors, il est vrai que j'ai été souvent étonné dans mes premières années de juriste. Comment est-il possible de payer la taxe foncière du bailleur? Je suis locataire, je n'ai rien à voir avec son imposition. Eh bien, il s'avère que c'est possible. Tant que c'est prévu contractuellement, c'est possible, notamment dans le bail commercial et professionnel. Bien sûr, heureusement, Dieu merci, il y a des limitations. Il n'est pas possible de payer tous les impôts du bailleur, uniquement en ce qui concerne les taxes foncières et tout ce qui est ordures, etc. Très bien, c'est rassurant. Donc, il faut vérifier le bail. Il faut vérifier le bail. Toujours, c'est vraiment automatique. On vérifie le bail. La bonne nouvelle, c'est que si rien n'est prévu, naturellement, ça sera à la charge du bailleur. Voilà, donc il faut être vigilant en fait quand on signe le bail, d'être certain que ce n'est pas mis à la charge du locataire, ou si c'est le cas, que vous l'ayez accepté au moins avant de signer. C'est ça. Une question récurrente également, Clara,
je souhaite continuer mon activité, mais il s'avère que j'ai vu peut-être les choses en gros, trop grand. Trop Mon ambitieux. local est Ouais. immense. Je voudrais en soulever une partie. Est-ce que c'est possible? Alors, c'est possible si le bailleur nous y autorise, bien sûr. Alors, il faudra une autorisation de la part du bailleur. Si le bail l'interdit, on peut tout à fait se rapprocher du bailleur pour avoir son autorisation a posteriori après la conclusion du bail. C'est tout à fait possible. Mais en tout cas, il faut bien sûr son accord. Et surtout, il faut être très vigilant sur l'activité que votre sous-locataire va exercer dans les locaux. Parce que ça peut être interdit par le bail. Comme tu l'as dit tout à l'heure, Maxime, si par exemple votre sous-locataire veut ouvrir voilà, un restaurant, peu importe, ça c'est sûrement interdit dans le bail. Donc il faut être très très vigilant sur l'activité qu'envisage votre sous-locataire. Je rebondis sur ce que tu viens d'énoncer, Clara. Il faut avoir en tête une chose. On parle de contrat ici, de contrat de bail. Donc vous êtes vraiment contraint par ce qui est prévu dans le contrat. Néanmoins, il y a toujours une part de liberté contractuelle. Vous pouvez très bien prendre attache auprès de votre bailleur, lui dire cette clause-là ne me convient pas, est-ce qu'ensemble, on peut prévoir autre chose? Si on a un commun accord entre les parties, c'est tout à fait possible. Et ça, je vous invite à en prendre conscience et à regarder votre contrat de bail et dès aujourd'hui, à peut-être parler de cela à votre bailleur. Parce qu'une fois que le problème survient, qu'il va falloir se mettre la main à la poche, par exemple, pour faire des travaux, ou peu importe, eh bien, ça sera trop tard. Votre bailleur ne voudra pas renégocier cela. Donc, il faut avoir conscience de ça pour essayer de renégocier. Il n'est jamais trop tard. Bien sûr. Et si vous renégociez en ce sens-là, il faut toujours, bien sûr, acter tout ça par écrit pour avoir des preuves, pour pas vous retrouver ensuite embêté parce que vous n'avez pas en fait de traces écrites de ce qui a été convenu. C'est ça. Maxime, alors je pense qu'aujourd'hui on a beaucoup de jeunes agents qui sont là parmi nous, mais j'imagine qu'on a peut-être voilà, d'autres agents qui vont peut-être envisager de partir à la retraite bientôt. Est-ce que tu peux me dire que devient mon bail à ce moment-là? Alors, le bail, il va falloir prendre des dispositions. Il ne va pas disparaître lors de votre départ à la retraite. Donc, il y a plusieurs options qui s'offrent à vous. La première, si on a un bail professionnel, c'est relativement simple. Je peux le résilier à tout moment, avec préavis de 6 mois. Problème réglé. Le second, c'est le bail commercial. Normalement, on est contraint par des périodes triennales, 3, 6, 9. Le législateur nous a bien sûr offert une possibilité, en cas de départ à la retraite, de signifier le congé à tout moment, avec justificatif, bien sûr. Donc ça, c'est on va dire, un privilège pour les prochains retraités. L'autre option qui s'offre à vous, c'est peut-être de céder votre contrat de bail. Au repreneur. Au repreneur, c'est ça. C'est ce qui peut se faire, pardonnez-moi, assez couramment, surtout avec la transmission d'un portefeuille, par exemple. Très bien. Alors moi, j'ai quelques questions par rapport au cas particulier que vous nous avez fait, notamment sur la vitrine. Est-ce que le jet de cailloux sur la vitrine, ça rentre dans le cadre de réparation pour l'agent ou pour le bailleur? Oui. Alors, le principe, c'est tout ce qui est force majeure, ça va appartenir au propriétaire bailleur. Imaginons, la vitrine est cassée suite à, je sais pas, il peut y avoir il se passe une rixe dans la rue, la vitrine est endommagée. C'est un élément de force majeure, personne n'a la maîtrise là-dessus et ça va appartenir au propriétaire. En fait, dès l'instant où ça ne relève pas de l'entretien courant du local, on va considérer que ça relève du bailleur, effectivement. Okay. On me demande comment se fait la répartition de la taxe foncière lorsqu'il y a des appartements au-dessus du local commercial? Alors là, justement, c'est une très bonne question parce que parfois, certains propriétaires mélangent un peu tout et on n'arrive pas à avoir de visibilité sur le montant précis de la taxe foncière. Et bien, dans ce cas-là, ça peut être un des cas qui peut permettre de contester le paiement de cette dernière parce que même si c'est prévu au contrat de bail, encore faut-il que ça soit assez clair et précis. Si on englobe le paiement de cette taxe foncière avec 6 appartements, ça va devenir compliqué de connaître le montant exact et donc il est possible de faire quelque chose vis-à-vis de ce bailleur. Et de renégocier peut-être la clause, de la rédiger différemment ou de préciser en tout cas le montant qui revient vraiment au locataire. On me demande quel est le formalisme d'une cession de bail. C'est un acte qu'on appelle une cession de bail justement, donc un acte de cession où on identifie les parties et puis on reprend en fait principalement les clauses du bail d'origine, où on peut également à ce moment-là peut-être envisager de modifier certaines choses, mais en tout cas c'est vraiment un acte à proprement parler, donc c'est un acte qui est vraiment indépendant du reste du bail d'origine et c'est un acte de cession de bail.
Voilà. D'ailleurs, on peut mettre à disposition des modèles et on peut Absolument. vous accompagner dans la rédaction de ce dernier. Vous pouvez le faire sous seing privé, hein, c'est-à-dire sans accompagnement par notaire ou avec un notaire si vous le souhaitez. Merci, c'était la question qui avait été posée ensuite. Très bien. Ok. On me demande si voyez-vous des droits d'entrée sur les baux d'agence en plus de lycée? Alors, ça peut se pratiquer effectivement. En fonction du local, s'il est très bien situé, on voit effectivement que la pratique, et c'est tout à fait possible légalement, on peut prévoir un droit d'entrée, donc un paiement dans l'entrée de ce bail-là. Je profite peut-être il y a un élément très important qui m'est venu en tête, parce que là, on parle plutôt volet locataire-preneur. Mais il y a un élément, si vous êtes propriétaire également du local, via SCI ou autre, ayez en tête une chose qui peut prévenir les défauts de paiement. C'est quelque chose qui est très peu connu. Si le bail commercial est conclu directement entre les mains d'un notaire, sachez que s'il y a un défaut de paiement, vous êtes en mesure de saisir directement via huissier pour obtenir votre paiement. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'entamer une procédure judiciaire pour avoir un acte exécutoire et vous permet une décision de justice pour ensuite récupérer les fonds. Si vous passez directement via notaire, c'est assez exceptionnel, je trouve, pour prévenir les défauts de paiement. Il est tout à fait possible, dès le premier défaut de paiement, deuxième, troisième, de saisir directement les loyers. Ça vaut aussi pour le bail d'habitation. Certains bénéficient de ça. Oui, intéressant. Alors tout à l'heure, vous parliez des cas de force majeure là sur la vitrine. Un bail pro très favorable au bailleur peut-il proposer le changement de vitrine au locataire? Tout à fait. Tout est possible en fait. Hein. C'est vraiment le contrat. C'est pour ça que c'est très très important de vérifier les clauses et de s'interroger en fait sur est-ce que c'est adapté en fait à vos besoins tout simplement quand vous allez conclure un bail professionnel, d'être très vigilant en fait sur toutes les obligations qui vous incombent et de voir si le bail est équilibré. Est-ce qu'il vous permet en fait de sauvegarder vos intérêts en tant qu'agent? Est-ce qu'il est très favorable au bailleur? Est-ce qu'on trouve quand même un équilibre entre les deux? Est-ce que je pourrais négocier peut-être plus tard certaines choses? Voilà, donc c'est vraiment contractuel, il y a une grande liberté donc dans le cadre d'un bail professionnel justement. Alors, la dernière question que j'ai, c'est que on a du coup laissé passer les 9 ans sans effectuer de demande de renouvellement. Est-ce que du coup, les possibilités de résiliation sont les mêmes ou pas? Alors, elles évoluent. Une fois qu'on a dépassé ces 9 ans, il y a peut-être quelque chose qui peut être avantageux, peut-être le seul point pour le locataire, c'est qu'il peut résilier à tout moment. On se place un peu comme pour le bail professionnel, on peut résilier vraiment à tout moment en respectant un préavis de 6 mois. Donc ça, c'est plutôt avantageux, mais quand on pèse la balance avantage-inconvénient, il faut faire renouveler ce contrat de bail commercial. Et le renouvellement, c'est aussi un moment de négociation. Hein. Quand on fait un congé avec offre de renouvellement, c'est un moment aussi pour renégocier peut-être le contrat, voir si les clauses sont toujours adaptées. Voilà, c'est vraiment le moment idéal pour renégocier. Eh bien, merci à tous les deux. C'était un plaisir de vous avoir à mes côtés aujourd'hui. Je vais de toute façon renvoyer le support que vous avez présenté. On aura aussi accès au replay pour compléter ou pour les retardataires. Et puis, pour toute question plus précise et autres, toujours appeler notre hotline juridique qui reroutera bien évidemment soit vers vous, soit vers les juristes si le cas l'exige. Voilà, merci en tous les cas, c'était un plaisir et puis au plaisir de refaire un webinaire avec vous. Merci Merci beaucoup. bien, plaisir partagé. À bientôt. À bientôt. Au revoir.